Bonjour Alain Juillet, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre en ce 10 septembre 2025. Je vais vous présenter rapidement, mais on ne vous présente presque plus. Vous êtes entre autres choses chef d'entreprise, ancien haut fonctionnaire, ex-directeur de la DGSE et fondateur de la Grande Loge de l'Alliance maçonnique française et pas seulement. Vous avez aussi créé une chaîne qui s'appelle Openbox TV, c'est bien ça? Mhm. C'est ça, c'est ça. C'est parfait. Alors, ma première question, c'est une question brûlante, donc d'actualité. Qu'est-ce que vous pensez de la nomination de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre? Donc, lui qui a été ministre des collectivités territoriales, ministre des armées, et qui s'est toujours déclaré comme étant gaulliste et séguiniste. Voilà, je voulais avoir votre point de vue sur cette nomination. Bah, si vous voulez, c'est pas une surprise parce que quand on connaît l'histoire, la dernière fois, c'est lui qui devait être nommé et François Bayrou a été voir le président de la République, l'a menacé en lui disant si jamais tu ne me nommes pas Premier ministre, mes députés voteront contre toi et donc jamais Lecornu ne passera. Et donc il a empêché la nomination de Lecornu. Donc en définitive, le président nomme aujourd'hui quelqu'un qui voulait déjà nommer il y a 9 mois. D'accord. Ça, c'est le Il- premier point. Et pourquoi il voulait le nommer? Parce qu'il pensait que c'était, dans son équipe, c'était celui qui était le plus à même de créer des liens avec les autres. Hein, parce que c'est quelqu'un qui s'entendait bien, il s'entend bien avec des gens comme Le Drian, comme avec des gens comme Darmanin, si vous voulez. Hein, c'est quelqu'un, et quelqu'un comme Retailleau. C'est quelqu'un qui est, c'est certainement un des plus consensuels de l'équipe présidentielle. Maintenant, est-ce que pour autant, il peut passer avec une opposition très forte à la fois de LFI, qui annonce déjà qu'ils vont voter une motion de censure quand il va arriver à l'Assemblée, et du RN? Ça, c'est la grande question. Comment peut-on être gaulliste, séguiniste et travailler avec des européistes? Ouais, ben, je crois que c'est ça. Mais ça, vous savez, maintenant, moi, ce que je constate, moi qui ai commencé ma carrière sous De Gaulle, ce que je constate aujourd'hui, c'est que la plupart, il y a 70% des politiques se déclarent gaullistes. Mm. C'est facile, hein, parce que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est. Mais gaulliste, comme vous venez très justement de le dire, gaulliste, ça commence par la notion de souveraineté. Mm. Donc, on ne peut pas être européiste fédéraliste, qui est le concept actuel de l'Europe, hein, Mm. une Europe qui est fédérale, mais dans laquelle tous les pouvoirs sont envoyés sur l'Europe. On ne peut pas être dans ce domaine-là. On ne peut pas se dire gaulliste quand, au niveau du général de Gaulle, il faut se souvenir quand même qu'il disait que l'Europe, le marché commun de l'époque, l'Union européenne de l'époque, hein, elle devait préserver la souveraineté de chacun des pays dans des domaines essentiels comme celui de la défense. Mm. Vous voyez, donc c'est là où il y a un problème. Donc je pense que effectivement, alors les gens qui se disent gaullistes, souvent ils revendiquent quelques idées de Gaulle, mais ils ne voient pas l'ensemble du programme. Et c'est bien le drame. Parce que quand De Gaulle a relancé la France en 58, c'était avec un programme global. C'était pas avec quelques petites visions partielles. Oui, surtout que cette notion de souveraineté, c'est vraiment la colonne vertébrale du gaullisme. Absolument. La souveraineté, c'est la colonne vertébrale du gaullisme. Tous les gaullistes, les vrais gaullistes, si vous voulez, défendent la souveraineté. Alors aujourd'hui, c'est souvent perçu comme un gros mot par beaucoup, mais pourtant la souveraineté, c'est essentiel. Parce qu'un pays ne peut exister que par sa souveraineté. Si vous prenez les Américains, si vous prenez les Chinois, si vous prenez les Russes, si vous prenez les Indiens, toutes les grandes puissances mondiales sont des puissances qui affirment tous les jours leur souveraineté. C'est un Mm. principe essentiel. Et oui, et Et là, on voit bien que mm. l'Europe peut pas être, et l'Europe ne peut pas représenter la souveraineté de tous les pays. L'Europe n'est pas souveraine. L'Europe est un regroupement de 28 pays qui ne s'entendent pas entre eux, pour la plupart d'entre eux, on le voit bien, hein, et qui s'opposent les uns aux autres. Hein, regardez par exemple récemment encore quand les Français ont voulu monter avec les Anglais, hein, le groupe qui va intervenir en Ukraine, enfin bon bref, qui veut aider les Ukrainiens. Ben, quand vous voyez, il y a d'un côté il y a les Anglais et les Français, de l'autre côté il y a les Allemands, d'un autre côté il y a les Italiens et les autres. Enfin bref,
tout ça, ça part en ordre dispersé, si vous voulez. Mhm. Et d'ailleurs, hélas, ce mot est assez mal compris par le grand public. Je vois que, par exemple, mon ami Mike Borowski avait fait un micro-trottoir et beaucoup de Français confondaient le souverainisme avec le royalisme. Ben oui, mais bien sûr, mais les gens, vous savez, d'abord les Français savent plus parler français, hein. Mm, L'éducation nationale est en grande difficulté et on voit bien parce que la plupart de nos jeunes, c'est pas de leur faute, c'est qu'ils ont été mal éduqués, mm, hein, ils ont été mal informés, la plupart ne comprennent pas un certain nombre de mots. mm, Le souverainisme, c'est évidemment pas le royalisme, c'est évidemment pas l'extrémisme, mm. hein. Le souverainisme, c'est affirmer dans un certain nombre de domaines la possibilité de décider souverainement, c'est-à-dire tout seul, dans l'intérêt de son pays. C'est ça le souverainisme. Le souverainisme, c'est de dire, dans certains domaines qui sont essentiels pour la vie, pour le développement du pays, je décide tout seul, je n'accepte aucune ingérence extérieure pour quelque motif que ce soit qui pourrait fausser l'analyse que nous faisons et qui est une analyse de défense de nos intérêts. En définitive, le souverainisme, c'est défendre ses intérêts et arrêter de plier devant tout le monde. Absolument. Tout organisme vivant possède des frontières qui Exactement. laissent passer des éléments. Ce ne sont pas forcément des frontières absolument étanches à 100%, mais c'est la nécessité de retrouver aussi une identité de qui l'on est en fait. Exactement. Regardez, mais tous, l'animal, regardez les Mm, chiens. Le chien, il marque son territoire, hein, avec une absolument. méthode bien à lui. Mm, Mais le chien, il fait le tour de son coin, il marque son territoire pour dire ça, attention, ça, c'est ma zone à moi, c'est pas la vôtre. Bon, et ainsi de suite, dans tous les domaines, vous avez on défend toujours un territoire, une capacité que l'on a, que les autres n'ont pas, ou que les autres peuvent avoir aussi d'ailleurs, mais on dit chacun dans son pré, les vaches seront bien gardées, hein. C'est un vieux proverbe français, et c'est ça. mhm. Vous êtes plutôt personnellement favorable à ce qu'on appelle une Europe des nations, enfin, avec des échanges. Ah, moi, je suis gaulliste, mais vraiment gaulliste, hein. C'est-à-dire Mm, que je pense qu'effectivement, en regardant ce qui se passe dans le monde, en faisant de la géopolitique au niveau mondial, je suis arrivé à la conviction que c'est le seul moyen pour durer. Si vous voulez, un peuple qui n'est pas souverain, parce qu'il ne faut pas oublier, on a parlé des territoires, mais n'oublions pas le peuple, hein. C'est le mm, peuple qui est souverain, hein. Regardez, par exemple, en France, quand il y a eu le traité, on avait voté, il y a eu un référendum. À l'époque, c'était Villiers et Pasqua, hein, qui avaient été contre. Il y avait un référendum pour savoir si on acceptait, hein, le traité de la Constitution européenne, hein. Bon, il y a eu un vote. Le vote a été négatif. Les Français ont voté contre. Eh bien, la République, c'est une république dans laquelle le peuple est souverain. De Gaulle l'a rappelé, mais il n'y a pas que De Gaulle, la Constitution le rappelle, hein. Eh mm. bien, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là où on a vu qu'on était plus souverain, c'est que le politique, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, le peuple a voté ça, mais il ne fallait pas qu'il vote comme ça. Il fallait qu'il vote autrement. Alors on a réécrit un traité très légèrement différent, et au lieu de le présenter en référendum, on l'a présenté au Congrès, c'est-à-dire à la réunion du Sénat et de l'Assemblée, où à l'époque il y avait une majorité qui s'est faite, qui a voté. Donc en définitive, le Congrès, le Sénat et l'Assemblée, sous l'instigation de la présidente de la République, ont voté contre le peuple souverain. Vous voyez, ça, pour moi, ça a été le premier grand coup de canif de la Ve République sur la souveraineté. Et depuis, ben, ça n'a pas arrêté. On a lâché surtout. Hein, vous voyez, on a Absolument. lâché. Progressivement, on a lâché surtout. Et Mhm. maintenant, on est bien ennuyé parce qu'on a tellement lâché que ben, on peut plus défendre nos intérêts. Absolument. D'ailleurs, c'était ma question suivante. Est-ce que vous pensez qu'avec cette nomination de ce monsieur Lecornu, on peut encore rattraper le grand déclassement de la France à l'étranger, par exemple, sur la scène internationale? Ah, je crois que ça sera très difficile parce que si vous voulez, au niveau international, un Premier ministre est important, mais un Mm, président est important aussi, mm, hein. Aujourd'hui, il est certain qu'au niveau international, la France a une image déplorable parce que nous sommes endettés, nous sommes le pays le plus endetté d'Europe maintenant. mm, On est le pays qui, sur le plan financier, va mal puisque on voit bien que il y a une dégradation des comptes publics qui accélère. On voit bien qu'au niveau international, on a perdu pied, on n'a plus aucune influence. Regardez l'affaire du Mercosur. On oui, dit, bon, on est contre la Mercosur parce que nos agriculteurs, et pas que, vont être touchés.
Qu'est-ce que fait l'Europe? L'Europe dit, je m'en fous, on signe. Et on dit, on donnera un petit truc pour calmer vos agriculteurs, on va leur donner une petite prime. Mais c'est pas ça le problème. Vous voyez? Et c'est là où on voit bien qu'on n'a plus de souveraineté. Alors, on n'a plus de souveraineté agricole, on n'a plus de souveraineté de défense. Vous avez vu ce qu'a fait le président Trump pour imposer à travers l'OTAN l'achat de matériel américain partout. Donc, alors que nous sommes un pays qui a une très forte industrie de défense et qui aurait pu parfaitement participer à l'effort d'investissement de défense en Europe en vendant une partie de son matériel. Eh ben non, on s'est fait court-circuiter par les Américains et on ne vend rien du tout en Europe. Absolument. Donc, ça, c'est pas bon, quoi. Alors, dans ce cadre-là, reprendre pied, ben, il va falloir du temps. Et moi, je pense surtout qu'il faudrait une volonté politique, mais globale, hein, du Premier ministre, mais aussi du président, une volonté de relancer la machine dans une logique de souveraineté. Alors, ça implique des décisions très dures par moment. Et là, je ne crois pas que l'équipe actuelle soit prête à le faire, mais aussi puisse le faire, compte tenu de la situation. Vous pensez que, étant fragile comme jamais, nous sommes vassalisés comme jamais par l'oncle Ah oui, Sam? indiscutablement. Bah, on n'a plus aucun pouvoir. Hein. Mhm. Et On Bruxelles? n'a plus aucun pouvoir, si vous voulez, c'est fini. Hein. Alors, ceci dit, il y a une nouveauté, que jusqu'à maintenant, alors, il y a eu, après, à l'époque de De Gaulle et d'Adenauer, puis de Mitterrand avec Kohl, on avait le couple franco-allemand. Mm. Bon, ensuite, ce couple franco-allemand s'est délité progressivement et n'existait plus avec François Hollande et, il faut bien le dire, avec Macron et Olaf Scholz. Bon. Il y a un nouveau chancelier allemand qui a été élu, mais le problème, c'est que depuis, on constate qu'il a perdu toute crédibilité en Allemagne. Il a des sondages qui sont guère mieux que ceux du président Macron en France. C'est lamentable. Hein. Donc, Mm. ça veut dire que le couple franco-allemand n'existe plus, puisque les deux responsables n'ont plus l'aura, le pouvoir, la force qu'ils avaient. Donc, de ce côté-là, en Europe, il n'y a plus personne. Si, il y a les Italiens, il y a Mélanie qui s'impose. La seule qui s'impose aujourd'hui comme chef d'État en Europe, c'est Mélanie. On le voit bien d'ailleurs. Tout le monde voit Mélanie. Hein. Les Américains, les Chinois, les Russes, tout le monde, pas les Russes, mais tout le monde discute avec Mélanie parce que c'est la seule qui représente ce que je vous disais au début, c'est-à-dire une vision, une volonté et une équipe soudée et en plus avec des résultats, parce que ça aussi, ça compte. Parce que nous, on n'a aucun résultat depuis un certain nombre d'années, alors que les Italiens, ben, en 3 ans, ils ont fait un redressement spectaculaire. Absolument, on juge son arbre à ses fruits, comme on dit. Autre élément Exactement. qui nous fragilise drôlement, c'est le bourbier ukrainien. Quand et Oui. comment pouvoir en sortir? Parce que Eh ben, c'est le bourbier ukrainien, un il est boulet. évident qu'il faut faire la paix. Vous savez, je ne sais plus quel homme d'État avait dit une chose très juste là-dessus. Dans la guerre, le plus difficile, c'est de faire la paix. Mm. C'est-à-dire que quand on a perdu la guerre, on a beaucoup de mal, quand je dis on a perdu la guerre, on a beaucoup de mal à négocier la paix. Quand on est en déroute, on la négocie parce qu'on n'a pas le choix. Hein. Quand en 40, les Allemands nous avaient envahis et foncé vers Bordeaux, ça a été tellement vite qu'on n'avait pas de possibilité. Et on a dit, il faut faire quelque chose, on arrête la guerre, on négocie tout de suite. En Ukraine, la guerre n'est pas du tout comme ça parce que les Russes progressent tout le temps, mais progressent lentement. C'est pas avant qu'ils arrivent à la vitesse. Vous savez, ils ont conquis 60, en gros, hein, 70, 80, 75 kilomètres. Hein. C'est rien, 75 Mm. kilomètres en 3 ans. Non, c'est rien. Vous voyez, c'est Mm. rien du tout. Vous voyez, pour aller Mm. jusqu'en France, puisqu'on nous dit qu'ils vont arriver en France, regardez le nombre d'années qu'il faudrait pour y Mm. arriver. C'est là où on voit que c'est Doucement, mais pas sûrement. sérieux. Non, c'est pas Voilà, sérieux. on Ils vont voit qu'on est doucement, dans mais c'est sûrement. pas Ouais. sérieux. C'est de la politique politicienne, c'est des déclarations qui sont pas sérieuses. Non, mais justement, Mm. mais les Russes, ils avancent avec un objectif. On voit bien qu'ils vont continuer à avancer quoi qu'il arrive. Mm. Donc l'objectif, ils l'ont quasiment atteint déjà. Eh Mm. ben, il est temps de négocier. De vouloir refuser de négocier, c'est pas la bonne solution. Ce qu'il faut, c'est négocier et trouver effectivement des garanties. Alors, des garanties qui fassent que des deux côtés, parce qu'il ne faut pas Mm. oublier les raisons de la guerre. Hein. Les deux côtés, il leur faut des garanties que ça ne pourra pas se reproduire, que la situation qui a provoqué la guerre ne puisse pas se reproduire. Donc, c'est ça. Et là, il faut négocier. Et les Européens sont mis dans un piège,
parce que les Européens font partie de l'OTAN. Les Russes, le but premier, c'était que l'OTAN ne rentre pas en Ukraine, donc il n'est pas question qu'ils laissent rentrer en Ukraine des troupes, des conseillers de l'OTAN, donc des Européens. Donc il va falloir trouver d'autres solutions. Et donc je pense que nous, on est dans un combat médiatique, je dirais, pour montrer qu'on existe. On fait beaucoup de déclarations, mais qui ne font absolument pas avancer la clé qui est la paix. Et pendant ce temps-là, il y a des malheureux des deux côtés. D'ailleurs, il y a des malheureux qui se font tuer pour rien, puisqu'on connaît déjà la fin de l'histoire. Vous voyez? C'est là où on dit toute la difficulté de la guerre et toute l'injustice de la guerre pour tous ces malheureux qui se font tuer, hein, alors que c'est fini. Parce que la fin, on la connaît. D'ailleurs, le président Trump et le président Poutine, ils sont d'accord, c'est fini. Eux, ils sont déjà après la guerre. C'est nous qui restons encore dans ces... Parce qu'on ne sait pas, on n'a pas... Peut-être aussi, mais je vais être un peu dur peut-être, mais c'est parce que nos dirigeants actuels, aucun n'a connu la guerre. Avant, avant avec Adenauer, avec Mitterrand, tous ces gens-là, même Chirac, ils avaient tous fait la guerre. Ils savaient ce que c'était, avec ses horreurs, son cortège d'horreurs et tout. Ils savaient aussi négocier. Ils savaient. Bon. Là, on a des gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est que la guerre. Hein, et la guerre, c'est pas une plaisanterie, c'est pas une opérette au théâtre. Hein. Dans la guerre, il y a des gens qui meurent. Donc, il y a un moment, il faut aider, et pas forcément, et pas uniquement les militaires. Hein. Il y a aussi des civils qui meurent. Donc, à un moment, il faut savoir, il faut apprendre un peu ce que c'est. Cette guerre d'attrition ne voit pas d'issue. Il y a notamment un élément qui bloque et qui n'est pas prêt d'être enlevé du jeu, c'est Zelensky, qui n'a plus aucune légitimité à signer un traité de paix. Ah ben, c'est que ce n'est pas qu'une légitimité, c'est qu'il n'a pas le droit. Ce que personne ne dit depuis un certain temps déjà, et c'est ça, c'est pas bien, c'est pourquoi Zelensky refuse de négocier. Hein, pourquoi Zelensky refuse des réunions pour négocier la paix? C'est parce que la constitution ukrainienne interdit au président ukrainien, sous peine de très graves sanctions, de donner la moindre part du territoire ukrainien. Donc, si vous voulez, lui ne peut pas négocier puisqu'il n'a pas le droit. Oui, mais c'est ça qui est important. Donc, il y a deux solutions. Soit il fait un référendum. Bon, pas facile d'organiser un référendum en temps de guerre. Hein. Soit il fait un référendum pour dire au peuple, on a voté une constitution, mais là, on est obligé d'introduire un biais dans la constitution. Hein. Ou alors, il y a quelqu'un d'autre qui prend le pouvoir. Hein, par exemple, un militaire, on parle beaucoup de l'ambassadeur, de celui qui est maintenant ambassadeur en Grande-Bretagne, et qui, lui, en tant que militaire et chef des armées, va dire, bon, écoutez, maintenant, ça suffit, il y a constitution ou pas constitution, il faut qu'on fasse la paix parce que ça va se terminer mal. Donc moi, chef des armées, pour arrêter les morts, je dis, nous arrêtons. Et là, tout s'arrête. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il y a un vrai problème. Zelensky, moi, je ne mets pas en cause Zelensky parce qu'il est coincé. Il est coincé par sa propre constitution. Alors après, effectivement, il y en a qui vont vous dire, oui, mais il aurait pu se faire réélire. Ouais, en temps de guerre, on réélit pas les gens, c'est très difficile parce que les élections sont très difficiles. Il faut dire la vérité aussi. Donc, cette affaire-là de dire il faudrait qu'il se fasse réélire, c'est pas si évident que ça. Il est très impopulaire en plus. Alors oui, par contre, quand il y a les sondages, alors pas ce qu'on nous montre à la télévision française, bien entendu, hein, mais les sondages qui sont donnés, les sondages internationaux qui ont été faits en Ukraine ces derniers mois, montrent que la population, dans une très grande majorité, veut la paix. Elle en a marre. Et on la comprend. On la comprend parce qu'il faut savoir que l'Ukraine actuelle, si vous voulez, la jeune génération, les militaires, la conscription, si vous voulez, pour faire la guerre, c'est 25 ans. C'est-à-dire qu'on ne touche pas aux jeunes avant 25 ans. Pourquoi Zelensky a fait ça? C'est parce qu'il savait très bien que les jeunes, ils allaient partir. Et ils sont partis. Une grande partie des jeunes de moins de 25 ans ont quitté le territoire, hein, plusieurs millions, hein, pour ne pas faire la guerre. Résultat, ceux qui font la guerre, c'est les gens de 25 à 50 ans. Vous vous rendez compte, la conscription touche des gens de 50 ans. C'est très grave,
parce qu'à cet âge-là, ils n'ont plus la capacité physique, hein, la sportive, si vous voulez, hein, de vivre dans les conditions et d'agir dans les conditions où doit agir un soldat, qui doit être en pleine forme physique pour être efficace. Donc ça veut dire qu'on est dans une situation très mauvaise de ce côté-là, très mauvaise dans ce pays. Et les gens, ils en ont marre. Les familles qui ont vu leurs parents partir et qui voient tous les jours ou presque des gens qui sont blessés, parce qu'il y a beaucoup de blessés, hein. Il n'y a pas que des morts, hein. Il y a beaucoup de blessés, ben, évidemment que ces gens-là, ils n'ont qu'une idée en tête, ils disent il faut que ça s'arrête et que la famille, que les pères reviennent à la maison. C'est logique. C'est une Donc, catastrophe démographique à venir en plus. mais bien entendu, bien entendu. C'est Mm. une guerre terrible, hein, il faut le dire. Alors, d'autant plus qu'on a vous savez, les Ukrainiens, alors on peut dire ce qu'on veut. D'abord, c'est une très grosse armée, hein. C'est une armée qui est 4 fois plus grande que 3 fois et demi plus grande que l'armée française quand même, hein. 4 fois plus grande même que l'armée française. Bon, et ce sont des guerriers, des vrais guerriers. N'oubliez pas qu'avant, les Ukrainiens, cette zone-là, c'était la zone des Cosaques. Les Cosaques, dans l'histoire, c'est pas des tendres, hein, c'est des vrais Mm. guerriers. Donc, c'est pour ça, ce sont des gens qui se battent très bien. Ils sont Mm. très courageux, ils se battent très bien. Et on en a la preuve actuellement, hein. Les Ukrainiens font une guerre magnifique. Mais courageux ou pas courageux, il y a des limites, si vous voulez. Il y a des limites parce que quand vous avez en face une armée qui est plus forte, hein, et ça c'est clair, et qui Mm. a une armée plus forte en matériel et en hommes. Parce qu'on ne peut pas comparer un pays qui a 40 millions d'habitants aujourd'hui, l'Ukraine, avec un pays qui en a plus 4-5 fois plus. 4 fois Et plus, 5 fois plus. les combattants russes sont assez robustes également. Les combattants russes là aussi, ils sont de bons combattants. Les Mm. Russes sont de bons guerriers. Alors, ils sont pas, c'est pas, si vous voulez, chaque pays, chaque grand pays a sa culture, hein. Les combattants allemands n'ont pas grand-chose à voir avec des combattants français ou des combattants espagnols, par exemple, hein. Nous, les Espagnols, c'est plutôt la guérilla, hein. Les Allemands, c'est les gros bataillons, hein. Bon, les Russes, ils sont bons des deux côtés, hein. Ils savent faire la guerre de partisans, comme ils l'ont montré pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein, comme les grandes batailles frontales. Et on le voit bien en Ukraine actuellement, où bon, la guerre n'a plus rien à voir avec ce qu'on faisait avant à cause des drones, hein. Oui. Il y a plus, on voit plus les sections et les compagnies qui partent à l'assaut, comme on voyait chez nous en 14 ou en 40. Ça c'est fini, hein. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est 2, 3 gars avec des motos qui avancent à toute vitesse pour pas se faire tirer par les drones. C'est tout à fait différent. Et là, les Russes, ils ont développé de vraies qualités. Ils s'appuient sur de vraies qualités. Est-ce qu'on peut dire que les Russes maîtrisent mieux l'art de la guerre que quiconque? Non, non, non. Les Russes, ils avaient mis au point des techniques de guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein, Mm. qui se sont révélées efficaces, puis ils ont battu les Allemands, avec des pertes colossales, hein. Mm. Faut pas oublier quand même que les Russes ont perdu 14 millions de gens pendant la guerre, hein. Ni les Américains, enfin, Oui. les pertes des Alliés pendant la guerre, aussi bien dans le Pacifique que chez nous, n'ont rien à voir avec les 14 millions de morts des Russes. C'est eux qui ont Mais payé le plus pourquoi? lourd tribut, en fait. Oui, mais parce que les Russes aussi, c'était des gens. La vie humaine n'avait pas du tout la même Mm. conception pour les Russes que pour nous, hein. C'était pas la même conception. Mm. Alors, c'est sûr que l'armée russe, elle était restée assez figée. On avait vu les théories qui étaient sorties de Gerasimov et autres, mais elle était restée assez figée dans ce schéma, si vous voulez, de guerre un peu frontale. Bon. Et puis, en Ukraine, ils ont eu de grosses déceptions. Ils ont eu, au début, ça s'est pas du tout passé comme ils prévoyaient. Et parce que justement, ne serait-ce qu'avec les drones, il y a eu l'arrivée des drones qui a modifié, qui a bouleversé complètement le genre de la guerre. Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, alors après, c'est que les Russes ont revu complètement leur stratégie, mais complètement, hein. Ils ont réorganisé leurs unités pour faire face à cette nouvelle forme de guerre à tous les points de vue, hein, parce que maintenant, avec les satellites, ben, vous avez pu voir les photos, hein, on suit les gens à la trace. On dit, bah, tiens, au carrefour, il y a un véhicule, là, sous l'arbre, il y a 4 types. Bon, c'est incroyable.
ça n'a plus rien à voir avec la guerre qu'on menait avant. Donc, ils ont su s'adapter, ils ont su reconstruire. Là, c'est Gerasimov, hein, c'est le chef de l'armée qui est un stratège, qui a complètement reconstruit la stratégie russe et le format de l'armée russe. Et ça, là, on peut dire maintenant que dans ce domaine, ils ont une avance par rapport à tous les Occidentaux. Ça, c'est clair. Parce que nous, on n'a pas été confrontés à ça. Donc, on a des informations, mais le temps que on se mette au point le matériel qu'il faut, qu'on s'organise, qu'on forme, qu'on fasse la formation de nos troupes pour faire face à ça, il va falloir du temps. Donc oui, pour le moment, les Russes ont un avantage stratégique, si vous voulez, parce qu'ils ont su, du fait des combats contre les Ukrainiens, évoluer plus vite que nous. Et les Ukrainiens vont d'ailleurs nous pouvoir nous donner aussi plein de leçons, parce qu'ils sont très bons, ils se défendent avec peu de moyens, mais ils font la même chose. Donc, si vous voulez, on a deux armées qui sont en avance par rapport à toutes les armées du monde au niveau de la technique et des méthodes de combat. Donc oui, on a à apprendre. Si vous voulez, quand nous, on dit on va aller en Ukraine, vous allez voir, on va envoyer nos troupes et on va voir ce qu'on va voir. Non. Si on était honnête, on devrait demander aux Ukrainiens, une fois la guerre finie, de venir former nos types ici pour apprendre comment on se bat maintenant, dans la guerre moderne, parce qu'on ne sait pas. Mais La justement, preuve en est, c'est qu'on a formé une brigade, vous avez vu, on avait formé Anne de Vienne, on a formé une brigade en France, on l'a renvoyée là-bas. Si j'ai bien lu, j'espère que c'est faux, mais enfin, ça semble vrai. Hein, plus de 50% de la brigade est partie immédiatement avant d'entrer en combat, avant d'aller au combat, 50% a disparu, et le reste, on n'en parle plus. Donc ça veut dire qu'on on a formé des gens, mais inadaptés, ils n'étaient pas adaptés à la guerre qu'ils sont en train de livrer en Ukraine. C'est Pour en justement tirer le... des leçons, si vous voulez. Oui, c'est l'objet de ma question. Est-ce que c'est légal d'envoyer des troupes actuellement en Ukraine? Des troupes françaises, pardon. Ah non, normalement, d'abord, on n'a pas le droit parce qu'il faut que ce soit. Alors là, envoyer des troupes, ça veut dire entrer en guerre. Entrer en guerre, il faut un vote du Parlement. Et le président n'a pas, et de loin, la majorité au Parlement ni au Sénat pour faire ça. Alors par contre, on envoie tout le monde. Ben là, on ne sait pas parce que justement, c'est toujours secret. Tous les grands pays ont envoyé des forces spéciales en Ukraine, ne serait-ce que pour voir comment ça se passe, pour comprendre. Alors on sait que les Anglais, là c'est officiel ou presque, hein, on sait que les Anglais aident les Ukrainiens, en particulier pour toutes les opérations de commando et autres. Hein. On sait qu'ils les aident énormément, il y a beaucoup d'officiers, beaucoup de soldats d'hommes des forces spéciales anglaises qui sont là-bas. Les Français, on ne sait pas, les Américains, on ne sait pas, mais il y en a forcément. Mais c'est normal, on a besoin d'aller voir. Mais ça, ce n'est pas une entrée en guerre, si vous voulez, pour nous. Hein. On n'est pas en guerre, on est en train de s'informer, de regarder comment ça se passe. C'est pas d'entrer en guerre, c'est pas d'envoyer des troupes au combat. On peut dire que les Américains nous ont laissé tomber dans cette guerre? Non, je pense que les Américains, si vous voulez, les Américains, ils ont voulu cette guerre, ils ont voulu mettre la main sur l'Ukraine. Et les Russes ont toujours dit, vous ne mettrez pas la main sur l'Ukraine. Donc on savait très bien. Et quand le président Biden, qui était vraiment l'homme, on l'appelait Mister Ukrainien, hein. Monsieur président Obama appelait son vice-président Mister Ukrainien, c'est vous dire. Hein. Biden il était convaincu par les néoconservateurs américains qu'il fallait s'installer en Ukraine, donc ils ont investi considérablement en Ukraine, ils ont fait beaucoup de choses, économiquement, politiquement et autres. Pour l'armée, c'est plutôt les Anglais qui ont fait la formation de l'armée ukrainienne. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Les Américains, Trump a toujours dit, c'est idiot, cette guerre n'est pas bonne parce que ça pousse les Russes vers les Chinois. Or, le Chinois, c'est notre ennemi futur. Donc, il faut absolument éviter que Poutine aille trop vers la Chine. Alors que la guerre en Ukraine a poussé, effectivement, c'est clair, a poussé Poutine dans les bras de Xi Jinping. Hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Trump n'a qu'une idée en tête, c'est arrêter la guerre en disant, mais il l'a dit, mais il n'y a aucune raison que l'OTAN soit là-bas. On sait que les Russes ne veulent pas entendre parler de l'OTAN en Ukraine parce que ils considèrent que c'est la zone de sécurité autour de leur pays. Ils n'ont pas tort.
Et entre parenthèses, les Américains ont fait la même chose. Quand les Russes ont voulu venir à Cuba à 200 km des Américains, bah, qu'est-ce qu'ont fait les Américains? On a failli avoir la guerre mondiale. Hein. Or là, en Ukraine, à la pointe de l'Ukraine, ils sont à 200 km de Moscou. Ouais, donc on exacte. Et ça, il le sait très bien, Trump. Donc il dit, moi, nous les Américains, on ne veut pas que des Russes ou des Chinois soient à 200 km de chez nous. On comprend très bien qu'eux ne veulent pas non plus. Parce qu'on comprend très bien que ce soit pour eux un cas de déclaration de guerre. Donc, si vous voulez, Trump, il a compris ça. Et il dit, on va se mettre d'accord avec les Russes, on va tout faire pour ramener les Russes vers nous. D'où la négociation en Alaska, où il n'y a pas eu que la paix, hein, il y a d'autres choses également. Et on connaît très bien ce que veut Poutine. Poutine, il dit, il a toujours dit, hein, depuis les accords qui avaient été négociés à Antalya 2 mois après le début de la guerre, ils n'ont pas changé, les Russes. Hein. Le premier principe, c'est pas d'OTAN, hein, pas d'OTAN en Pas Ukraine. d'Ukraine, ouais. Que C'est l'Ukraine ne soit clair. pas dans l'OTAN. Après, c'est les provinces russophones sont russophones. Alors, il y a 2 mois après le début de la guerre, il disait provinces russophones doivent être autonomes avec une garantie de sécurité pour qu'on ne leur impose pas hein, autre chose que d'être russophones. Bon, maintenant, comme ils ont gagné le terrain sur le plan militaire, ils disent maintenant elles sont avec nous. Mais ouais, mais donc donc on sait très bien, que Lugansk, Donetsk, ils les veulent en entier. On sait de la Crimée, tout le monde sait depuis toujours que c'est russe, donc ça il n'y a pas de photo. Hein. Bon, et voilà, et pas d'autant. Sur cette base-là, demain matin, les Russes arrêtent tout de suite la guerre. Hein. Tout le monde le sait. Alors la question, effectivement, c'est pourquoi on continue. À cause de Zelensky et aussi les intérêts du complexe Oui, moi je pense qu'il y a militaro-industriel. les intérêts du complexe militaro-industriel. Il y a le fait que pour les gouvernants européens, c'est un moyen de montrer qu'ils existent alors que dans leur pays ils n'existent plus. Ça aussi, hein, vous savez. Hein, moi, j'en veux pour preuve, si vous voulez, quand vous prenez les dirigeants européens, regardez la prudence de certains dirigeants européens. Hein. Quand vous voyez les Polonais, quand vous voyez les Hongrois, quand vous voyez les Italiens, quand vous voyez, bon, il y en a plein qui disent attention, on ne fait pas n'importe quoi. Et puis ceux qui sont les plus virulents, les Anglais et les Français, c'est ceux qui chez eux, les présidents qui chez eux, ont les sondages les plus mauvais. Ah oui, C'est mais aussi c'est une guerre de intéressant de l'image. voir, si vous voulez. C'est une C'est guerre de la ceux qui sont les communication. plus faibles dans leur Ouais. pays qui font le plus de bruit au niveau international. Donc on Voilà. voit bien que c'est politique, mais c'est une politique pour de la politique intérieure hein, et pour exister au niveau mondial, mais c'est pas bon. Absolument. Et, ma question suivante est quand même liée à tout ça, puisque ça reste évidemment une grande puissance, même si elle est fragilisée. Qu'est-ce que vous pensez de la politique économique de Trump à l'intérieur et aussi avec les partenaires étrangers? Ah ben, Trump, on le sait, il applique une doctrine qui avait été mise au point par un think tank américain qui s'appelle l'Heritage Foundation. Hein. Comme toujours, les Américains, ils appliquent toujours. Les présidents américains appliquent les doctrines de think tank, alors la Rand Corporation, le Hudson Institute et autres. Donc, on sait très bien, c'est écrit. Ce que font les Américains, les présidents américains, est toujours écrit par quelqu'un qui a défini ce qu'il devait faire. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Trump est carrément dans la doctrine qu'on appelle de Monroe, hein, c'est-à-dire le repli sur les États-Unis. Lui, il dit, on dépense un argent fou en ayant des boys partout, ça sert à rien, c'est idiot. Hein. Bon, il faut avoir une force militaire très forte, mais pour dire aux autres, attention, si vous nous ennuyez, on peut vous écraser. Un peu ce qu'ils font en Iran, quoi. Hein. Vous n'êtes pas content, on envoie des bombardiers et on vous démolit tout. Et puis, vous avez compris? Eh ben, ok, maintenant on arrête, c'est un coup de semonce. Ça, c'est la méthode américaine. Ils ne veulent plus la guerre. Ils veulent des coups de semonce, mais ils ne veulent plus la guerre. Ce qu'ils veulent, par contre, c'est relancer, parce qu'on ne sait pas, mais l'économie des États-Unis, au niveau interne, les États-Unis, on a une fausse vision des États-Unis, parce que nous, les Européens, les Français, on va en Californie, alors on voit la Californie, évidemment, c'est un pays à lui. La Californie, vous savez, c'était la 9e puissance du monde il y a quelques années.
Bon, c'est un peu Oui, oui. baissé maintenant, mais donc c'est une puissance colossale, si vous voulez. Alors, on va là-bas. Ah bah oui, ils ont un niveau de vie formidable. Et alors, on dit l'Amérique va bien. Et non, Il y a la l'Amérique, c'est Silicon pas la Valley qui Californie, fait c'est pas rêver. Washington, c'est pas New York. L'Amérique, c'est l'Amérique profonde. Et entre les deux, quand vous allez là-bas, il y a 20% de pauvreté. L'Amérique, les gens sont très, il y a des gens très très pauvres et ils n'ont pas les sécurités sociales et tous les avantages français. Hein. Bon, il y a des quantités, les gens à la retraite, et comme on paye, on constitue sa retraite par capitalisation, comme il y a eu avec l'histoire des subprimes, quand il n'y a plus de retraite par capitalisation parce que les gestionnaires ont foutu en l'air l'argent que vous aviez déposé, il ne vous reste plus qu'à vivre sous une toile de tente ou dans une caravane. Il faut aller aux États-Unis pour voir ça. Moi, je me souviens à Kansas City, il y a quelques années, il y avait peut-être 10 000 caravanes de pauvres gens qui essayaient de trouver des petits boulots, des gens de 70, 80 ans, hein, des petits boulots de serveurs, de livreurs et autres, parce qu'il fallait vivre, ils n'avaient plus rien. Les gens sont pauvres. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient l'arrivée des migrants en quantité qui prenaient les emplois que ces pauvres gens auraient pu prendre, hein, parce qu'ils étaient plus jeunes, ils étaient d'accord pour moins payés, ainsi de suite. Bon, ils voyaient que les usines américaines se délocalisaient dans des pays à plus bas coût de main-d'œuvre. Et évidemment, du coup, il n'y avait pas d'emploi aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il surtaxe tout ce qui rentre. Comme ça, il dit je vais pousser les étrangers à construire des usines aux États-Unis, et donc ça va créer de l'emploi pour les Américains. Et en plus, en mettant des taxes, je vais rééquilibrer ma balance du commerce extérieur, j'aurai moins de déficit, et donc je vais pouvoir aider les gens et faire monter le niveau de vie. C'est ce qui est en train de se passer, entre parenthèses. Pour la première fois depuis 1920, la balance du commerce extérieur américaine s'est améliorée depuis les mesures de Trump. Hein. Alors, maintenant déjà, hein, bon, la baisse de l'immigration a provoqué une baisse du chômage. Ah oui, mais alors c'est tout bête, si vous voulez. Alors vous allez me dire, ah ouais, c'est pas moral, c'est pas bien, tout. Peu importe. Mais pour l'Américain moyen, celui qui crève la faim dans le centre de l'Amérique, il dit Trump est en train. Donc Trump, si vous voulez, il y a déjà toute la classe pauvre, très pauvre et moyenne de la société américaine qui dit ah ben avec lui, on retrouve quelque chose. Donc si vous voulez, c'est ça. Alors, et ça ne veut pas dire qu'il va y arriver, il faut être honnête aussi, hein, parce que il casse beaucoup de choses en même temps. Pour y arriver, il casse beaucoup de choses. Regardez, il n'a pas hésité, pour montrer qu'il était puissant et qu'il ne se laissait pas faire, il n'a pas hésité à taper sur l'Inde. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé l'Inde dans les bras de la Chine. Alors vous me direz, l'Inde, il s'en foutait un peu. Bon, mais il l'a poussé dans les bras de la Chine. Donc ça pose de sacrés problèmes. Mais on voit bien aussi que dans sa stratégie, il est ferme. Il est, comme disait Alain Juppé, il est bien dans ses bottes. Hein, et lui, il n'en a rien à faire. Il a une stratégie et il l'applique méthodiquement. La grosse erreur qu'on peut faire, c'est dire il est fou, il réfléchit pas et tout. Ah non, c'est tout sauf un fou. Il a des méthodes de vendeur d'immeubles. Hein, il vend des appartements. Hein. Hein, c'est un gars d'immobilier, il vous montre l'appartement témoin, et puis évidemment, il y a quelques différences avec la réalité. Hein. Ben oui, mais il a été formé dans ce genre de choses. C'est une grande gueule. Hein. Il était comme tapis, hein. Il racontait des histoires à la télévision, c'est une grande gueule. Mais oui, mais derrière ça, il a un plan, et croyez-moi, il se tient à son plan. Et il n'en sort pas. Oui, c'est un bluffeur de l'immobilier de New York. Voilà. Et il y a une chose qui est caractéristique, et alors que nous, on a du mal à comprendre et à accepter aussi, c'est que il l'a dit le premier jour, il a prévenu tout le monde. Vous vous opposez à moi, vous êtes viré. Hein, parce que c'est le principe américain. Vous savez, aux États-Unis, il y a le spoil system, c'est-à-dire que quand vous êtes élu, vous changez tous les dirigeants de l'administration. Tout le monde s'en va. Ils partent dans le privé et on en fait venir une vague qui est évidemment avec vous. Mais c'est vrai que ces dernières années, ça se faisait moins aux États-Unis. Et résultat, eh bien, au premier mandat de Trump, il a eu toute une partie de l'administration qui a bloqué toutes ces réformes. Ça, on l'oublie. Donc, il dit, je me suis fait avoir une fois, je ne me refais pas avoir une deuxième fois. Donc, dès qu'on dit non, il tire. Vous
Oui, chez nous, c'est ce qui se passe depuis Mitterrand. Le dernier qui a fait le spoil system, ça a été le président Mitterrand. Quand il est arrivé au pouvoir, il faut dire que les gaullistes étaient là depuis longtemps. Hein. Quand il est arrivé au pouvoir, il a dit, moi, allez, on vire tous les gaullistes, on remplace par des socialistes. Mais ce qui s'est passé après, c'est là l'erreur de la suite, c'est qu'on aurait dû continuer ce spoil system dans les chambres. Or, on ne l'a pas fait. Et quand vous avez des gouvernements de droite qui se sont retrouvés, ou des présidents de droite se sont retrouvés avec des fonctionnaires de gauche qui ont bloqué les initiatives, et dans l'autre sens aussi. Et on a eu des gouvernements de gauche qui ont eu l'initiative bloquée par des fonctionnaires de droite. Ce n'est pas acceptable. Un fonctionnaire ne doit pas juger selon la morale, ça c'est valable pour la justice et pour tout le monde, hein, et il doit juger selon la loi. Il est là pour obéir aux ordres des élus, parce que l'élu, c'est lui qui est le chef. Or, regardez, en France, c'est fini. L'élu est de moins en moins respecté partout. Du maire aux députés, aux sénateurs, aux ministres, eh bien, ils sont de moins en moins réfléchis. Et ça, c'est un des problèmes majeurs de la France. Et d'ailleurs, on peut dire le credo de Trump, c'est donc America First. Et on peut dire que ça nous fait beaucoup de mal à nous, les Français, parce que finalement, il suffit aux États-Unis de placer quelques traîtres en France pour que nos fleurons partent aux États-Unis, par exemple. Mais exactement. Et c'est pour ça que si on disait, regardez, si nous on disait France First, hein, eh bien, et qu'on appliquait ça en disant, eh bien, vous voyez que même avec Bruxelles, on aurait certainement des conflits, mais on arrivera à progresser. Moi, l'expérience que je vois, c'est Mélanie. Hein. Mélanie, elle applique ce qu'elle veut. Hein, et même, alors quand les Européens disent ah mais non, mais ça c'est pas bien, elle dit je m'en fous, ça c'est mon pays, j'applique ça. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle gagne. Pour en revenir, et pour terminer, pour en revenir à l'Hexagone, aujourd'hui nous sommes le 10 septembre. Hashtag bloquons tout, vous pensez quoi? C'est une opération psychologique, une psyop comme on dit, ou comment vous voyez ce mouvement qui peut-être va se mettre en place sur la durée ou pas? Non, je crois que c'est deux choses, si vous voulez. Dans un premier temps, c'était Alexandre Jardin qui avait fait ça avec les gueux, là. Hein. Oui. L'idée au départ, c'était de dire la population française est exaspérée, ce qui est vrai. Hein. Les couches moyennes, basses, eh ben, elles se paupérisent tous les jours parce qu'on leur augmente les impôts, en moins de tout ça. Et quand vous faites le compte, eh ben, leur niveau de vie baisse. Hein, les couches moyennes. Je parle de la bourgeoisie basse, si vous voulez, la basse bourgeoisie, les couches moyennes et moyennes basses. Hein. Bon. Ceux qui sont au-dessous du revenu minimum. Bon. Et puis les autres, ceux-là, c'est les plus touchés. Donc ceux-là, ils ne sont pas contents, les Nicolas, comme on dit maintenant. Hein. Ceux-là, ils ne sont pas contents. Et Jardin, quand il a commencé à dire c'est les gueux, parce qu'effectivement, on les méprise, hein. Vous savez, c'est la ministre Agnès Pannier-Runacher qui avait sorti un jour une phrase incroyable, qui avait dit, mais enfin, les gens des banlieues, ils n'ont qu'à prendre le train. Ils n'ont pas de voiture. Oui. Les pauvres, ils n'ont pas de voiture. Non, mais attendez, on est fous. Ça montre bien l'écart entre les élites, ce qu'on appelle la plutocratie, dans un régime démocratique qui n'est plus démocratique, mais qui est un gouvernement des élites, c'est ce qu'on appelle la plutocratie. Hein. Eh ben, les élites, elles ne connaissent pas le peuple. Et entre parenthèses, elles le méprisent souverainement. Même si elles font des sourires, elles le méprisent souverainement. Alors évidemment, ben, ce bon peuple qui monte jusqu'à la basse bourgeoisie, ben, eux, ils sont de moins en moins contents parce qu'ils sont exploités et puis ils se sentent exploités. Donc au départ, Alexandre Jardin, lui, en créant les gueux, il a dit on va montrer que ces gens-là en aura le bol. Mais là où il s'est fait avoir, c'est qu'il s'est fait doubler par l'extrême gauche, l'ultra-gauche même on peut dire, qui a dit ben, c'est le moment de faire la révolution, créer le chaos. Hein, c'est la vieille doctrine trotskiste et anarchie du chaos. Donc, on va créer le chaos. Donc, le mouvement a été repris par l'ultra-gauche avec les Black Blocs. Hein, la manifestation majeure, c'est les Black Blocs, hein, et qui se disent formidable, on va en profiter sous couvert de grandes idées généreuses de dire on en a assez, on va en profiter pour semer le chaos. Alors, ce que je crois, c'est que ça a tué, moi, je pense que ça a tué la volonté d'un certain nombre de gens de manifester pacifiquement pour dire ça suffit, hein, et que par contre, on va avoir des actions ultra-violentes parce que c'est les Black Blocs et c'est les gens qui vont essayer de déclencher le chaos.
Et là, alors, contre cela, il faut être très ferme. Mm. Autant les gueux, si vous voulez, hein, vous savez, ça me rappelle un souvenir, ça c'était il y a très longtemps, c'était quand le président Mitterrand, à l'époque, il y avait Alain Savary qui était ministre de l'Éducation nationale et qui avait décidé de taper sur les écoles privées. Mm. Bon, en disant, au nom du socialisme, on ne peut pas supporter les écoles privées. Et il y a eu 1 million de gens dans la rue, et pas les gens, hein, il y avait de tous les niveaux, hein, les femmes avec les poussettes et tout, qui ont manifesté. Et je me souviens à l'époque, Savary disait on ne cédera pas devant la pression. Et Mitterrand a convoqué Savary en disant attendez, quand vous avez 1 million de gens de cette catégorie dont on parle maintenant Mm. qui manifestent en disant non, il faut être intelligent et comprendre. On arrête tout. Mais Mitterrand était un grand homme politique. Si vous voulez, donc il comprenait, lui, il avait cette sensibilité, il comprenait. Il comprenait les gens et il savait très bien qu'il y a certains moments, ben, il fallait faire évoluer les choses. Hein. Le drame, c'est qu'aujourd'hui, ben, regardez, les Black Blocs, on les laisse faire, parce que on dit qu'il y a 3500 Black Blocs en France, on les connaît, ils sont fichés. Qu'est-ce qu'on attend pour les arrêter? Ou en tout cas, s'ils manifestent, on les prend et on les enferme. Au lieu de les libérer en disant, vous savez, c'est pas bien, il ne faut pas recommencer. Vous avez cassé 5 vitrines, vous avez un, mais il ne faut pas recommencer. Ah non, il faut dire stop. On ne peut pas laisser la France sous la menace de 3500 énergumènes, hommes et femmes, hein, parce qu'il y en a de deux côtés, hein, qui sont là avec un plaisir immense de créer le chaos. Ben non, il faut sévir. Ils sont bien utiles au Il faut pouvoir. retrouver l'ordre. Pour retrouver l'ordre. L'ordre républicain, c'est que, Mm. vous savez, la démocratie, la République, c'est un endroit dans lequel la liberté des uns s'arrête où commence la liberté des autres. Il ne faut jamais oublier ça. Et ça, on l'a complètement oublié au nom de la morale, des sentiments, de l'émotion et autres. Alors on vous dit, ah non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire de peine, on ne peut pas faire ci, on peut... Non, la règle, elle est simple. Si tu veux la liberté, ne t'attaque pas à celle des autres. Si tu t'attaques à celle des autres, tu te mets hors la loi dans la démocratie et la République. Donc, je te sanctionne. C'est clair, c'est simple. C'est ça, il faut relire la démocratie et tout ce qui a été pu écrire par les penseurs là-dessus. Est-ce qu'on peut dire que ces Black Blocs sont bien utiles au pouvoir pour déliter des Bien mouvements sûr, finalement? De si toute on façon, les, si on les arrête pas, mm. si on n'arrête pas les Black Blocs et si on les laisse régulièrement faire des manifestations, c'est évidemment parce que ça rend service au pouvoir, parce que ça permet de créer un climat anxiogène qui permet de conserver les rênes ou de jouer, bien entendu. Donc vous n'êtes pas très confiant sur ce 10 septembre. Vous pensez que ça va se déliter comme les autres Oui, moi tentatives? je pense qu'il va y avoir quelques troubles hein, quand même, il ne faut pas Mm. se leurrer. Hein. Il y Mm. aura quelques chocs. Hein. Mm. Mais je crois que si vous voulez, les gens en ont assez. Mais d'abord, la manifestation tombe mal. On vient de changer de Premier ministre. Les gens veulent dire, mais attends, on va voir. Qu'est-ce qu'il va faire, celui-là? Ah, ils ne savent pas tout. Ils ne savent pas que c'est un proche du président. Ils savent pas. Mais, et d'un autre côté, le Cornu, qui est quelqu'un de. Quand, c'est que vous disiez, c'est quelqu'un qui a de bonnes relations avec beaucoup de monde, il est peut-être capable de trouver des terrains d'entente pour essayer d'avancer peut-être plus doucement. Bayrou a perdu pourquoi? Il a perdu parce que son plan était basé sur des augmentations d'impôts d'un côté, déclarées ou pas trop déclarées, hein, et quelques mesures phares type jour férié. Bon, mais dans la réalité, si vous regardez, il ne tapait pas sur tout ce qu'on sait et qui sont les points essentiels pour nous, à savoir la réduction des dépenses publiques. Oui. Il n'y avait pas grand-chose. Hein, on a 700 à peu près, hein, après les estimations du Sénat, hein, on a 700 comités créés par l'État pour penser sur l'eau, l'environnement, enfin tout ce que vous voudrez. À chaque fois, on nomme quelqu'un, en général toujours hein, quelqu'un qu'on recase, hein, bien sûr. Ça lui donne un bon salaire, la voiture, le chauffeur, la secrétaire, le bureau. Bon, ça coûte à chaque fois une fortune. Bon, on pourrait en supprimer les 2 tiers, ça ne changerait rien. Hein, eh bien, je vous garantis en supprimant les 2 tiers, les Français, si on avait fait ça maintenant, ils diraient ah, enfin, on fait un effort.
Prenez l'éducation nationale. On vient d'annoncer que cette année, il y a une baisse, et pour cause, comme chaque année, une baisse importante, oui, ne sont pas c'est sensible, hein, du nombre de gens qui sont rentrés dans les classes, du fait de la baisse de la démographie en France. Bon. On augmente le nombre de professeurs. Il faut être sérieux. On devrait réduire en prorata au minimum. Au prorata l'éducation nationale de la baisse des effectifs. Enfin, ça me semble une évidence. Hein? Si les classes ne sont pas surchargées, bien sûr. Oui, oui. Ah, mais bien entendu, mais je vous dis pas qu'il n'y a pas des failles. Je suis en train de vous dire, quand vous regardez vous savez, le coût des glaces surchargées, moi, ça fait 50 ans que je l'entends, moi. Hein. Mhm. Et l'éducation nationale est de plus en plus mauvaise au niveau des résultats si je vois Ah les oui. classements PISA. Donc, Mm. au lieu de se dire, il faudrait peut-être se poser la question autrement en disant comment font les Allemands, comment font les Italiens, comment font les Polonais, comment font les autres pour avoir de meilleurs résultats que nous. Comment marche leur éducation nationale? Et puis là, Absolument. on découvrait beaucoup de choses que tout le monde sait, mais il faudrait peut-être regarder et s'attaquer en face. S'inspirer de ce qui marche. Voilà. Absolument. Donc, vous êtes moyennement confiant. Nous allons voir comment ça va se passer ce 10 septembre et quelles seront les conséquences, tout simplement. Voilà, et puis je pense aussi que si vous voulez, alors il y a aussi autre chose, c'est que les syndicats, qui sont en France très faibles, il faut dire la vérité, hein, les Mhm. syndicats n'ont plus du tout la force qu'ils avaient en France, mais les syndicats ne peuvent pas être d'accord avec ça, parce que c'est la négation de leur rôle. Ça veut dire qu'on pourrait court-circuiter les syndicats. Donc je pense qu'eux vont tout faire, d'ailleurs ils le font le 18, hein, ils vont tout faire pour essayer de récupérer les mécontents de leur côté. Et donc, on a donc les Black Blocs qui essaient de récupérer aujourd'hui. Et on a le 18 septembre, je crois, les syndicats qui vont essayer de récupérer du monde. Alors tout ça, ça va affaiblir, si vous voulez, le concept de départ, parce que chacun en prend un morceau. Exactement. Affaire à suivre, comme on dit. Ah, absolument, affaire à suivre. Mais il faut faire attention, vous avez raison sur le départ. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a un effet d'exaspération réel en France. Hein, on le voit dans les campagnes, on le voit dans les banlieues, on le voit dans les villes. Hein. Les gens en ont assez. On ne peut pas continuer. Alors, les impôts ont atteint un niveau insupportable. Mm. Hein, et on est les plus mauvais, mais il n'y a pas la charge, la dépense publique, on est le record absolu. Hein. Bon, là aussi, bon, il faut qu'on. Donc, en réalité, il faut qu'on se remette en cause. Et c'est ça le vrai problème. Et je ne crois pas qu'un Premier ministre, quel que soit son talent, ait la capacité de le faire. Moi, personnellement, je pense il faut une élection présidentielle avec un programme, avec quelqu'un qui est élu avec un programme, un vrai programme, qui dit voilà, comme Trump hein, Mm. Trump, il a dit voilà ce que je vais faire et il le fait. Mm. Mais les gens, ils ont voté pour Trump, et largement. Hein, aux Oui. États-Unis, il y a eu un raz-de-marée. Mm. Alors, ça a surpris tout le monde? Non, ça n'a pas surpris les Américains. Les gens n'en pouvaient plus des démocrates hein, et de ce qui se passait. Hein, et ben, ils ont dit non, ça suffit, maintenant, on veut retrouver un peu une vie normale. Ben, je crois que chez nous, c'est ce qu'il nous faut. Est-ce qu'on va tenir Je encore ne suis deux pas ans? trumpiste, hein, je J'ai suis compris. français, hein, mais je précise, oui, je précise. J'ai compris. Qu'on ne se trompe pas sur ce que je suis en train de dire. Mm. Mais je pense qu'effectivement, on ne pourra résoudre la situation qu'en faisant une élection dans laquelle il y a quelqu'un qui va s'engager et qu'on élira, disant voilà, voilà mon programme, je vais redresser la barre et je vais le faire. Alors, il y aura du sang et des larmes partout, mais tout le monde aura des coûts. Il n'y a pas que les riches, comme diraient les gens, hein, parce que c'est trop facile, les socialistes qui ont surtaxé les riches, oui, et pourquoi tu ne surtaxes pas les autres Mm. hein? Mm. En France, il y a 50% de gens qui ne payent pas l'impôt. Oui. Alors évidemment, quand vous leur demandez il faut augmenter les impôts, ben, ils vous disent oui, bien sûr, puisque ce n'est pas eux qui sont concernés. Et oui, donc c'est là il faut regarder la réalité des choses. Il faut cesser de faire n'importe quoi et dire n'importe quoi. Hein. Il faut que tout le monde participe à l'effort. Alors ceux qui payent des impôts, oui, mais ceux qui ne payent pas d'impôts, oui aussi, Mm. d'une manière ou d'une autre. Une question symbolique. Et d'ailleurs, être riche, ça dépend où on met le curseur.
Qu'est-ce que c'est qu'être Oui, riche? d'ailleurs, en plus, ah oui, bah, j'ai remarqué d'ailleurs, je me souviens de Ségolène Royal qui disait on est riche à 3 000 euros. Alors on avait regardé, 3 500 euros. C'est parce que c'était le salaire qu'elle avait à l'époque où elle avait déclaré ça. Au-dessus de son salaire, c'était des riches, il fallait les taxer. Après, évidemment, maintenant, elle dit plus ça parce qu'avec tout ce qu'elle a gagné comme Mm. ambassadrice de l'Arctique où elle n'a Ouais. jamais été, et ainsi de suite, elle va pas vous dire c'est 3 500 euros. Bon, aujourd'hui, M. Mélenchon, quand il parle des riches, il devrait parler de lui, parce que c'est quand même un gars qui gagne une fortune chaque mois, Mm. Mm. hein, comme François Hollande. Quand Oui. vous regardez les salaires, moi j'ai Mm. vu, là, parce que c'est paru dans les médias, hein, quand on voit les rémunérations entre les salaires, les retraites et autres de Mélenchon ou de Hollande, on se dit je suis fou. Il y en a un, il est extrême gauche, et l'autre, il est socialiste. Et, C'est des salaires cumulés en plus, donc ça donne, oui, effectivement, ça donne une somme assez coquette au oui, final. exactement. Alors Mm. bon, donc je pense que ces gens-là, ils devraient quand même garder les choses en face. Absolument. Et être assez transparent et cohérent. Exactement, il faut être cohérent avec soi-même. Hein, Exactement. vous parliez, on a commencé cette interview du général de Gaulle. Le général de Gaulle était quelqu'un de cohérent. Il payait ses factures d'électricité. Ben oui, et quand il invitait sa famille le dimanche à l'Élysée, il payait les repas de sa famille qu'il avait invité à l'Élysée. Moi, ça me fait rêver Mm. quand je vois, par exemple, pour prendre, et c'est pas une critique, parce que de lui particulier, parce que tout le monde est pareil. Mm. Le président actuel, quand il était au ministère des Finances, où il faisait 2 à 3 repas par jour pour 20 ou 30 personnes payées par le ministère pour faire sa promotion, pour être président de la République. Mm. Est-ce que c'est très moral? Je suis pas sûr. Oui, puis symboliquement, c'est très fort, ça marque les Mais oui, esprits. exactement. C'est ce que je vous dis. On est bien C'est ce que je d'accord. vous dis. Il faut que la France retrouve une clarté, si vous voulez. Et alors, c'est vrai que c'est pas facile dans le monde actuel d'être inattaquable. Tout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, hein, on trouve toujours des choses, des défaillances, des erreurs et tout. Mais il faut quand même un cadre et des limites. Une dignité, une respectabilité. Exactement, ben Mm. oui. Et si on veut que le bon peuple respecte ses élus, il Mm. faut qu'il soit irréprochable. Absolument. Hein. Ce Allez, sera le mot de la fin. eh oui, vous pouvez Dites-moi. pas aujourd'hui, vous pouvez pas dire, regardez les élus de la République du Sénat ou de l'Assemblée. Bon ben, quand quelqu'un a commis des fautes avérées, hein, eh ben, il faut pas le louper. Or là, regardez le Conseil constitutionnel, on a un président, il s'en est sorti d'une magouille immobilière uniquement parce qu'il dit ah non, c'est prescrit. Excusez-moi, c'était une vraie magouille immobilière totalement malhonnête. Absolument. Alors, eh Absolument. ben, comment vous voyez, quand vous avez comme ça, quand vous avez les LFI qui veulent donner des leçons à tout le monde et ils se font prendre en train d'acheter de la drogue et tout, excusez-moi, mais hein, il faut quand même, ou alors en train de tabasser leurs femmes ou des Mm. copines, Mm. excusez-moi, mais c'est pas Mm. représentatif de la France, ça. Non, et pour Et l'exemple, l'image est c'est désastreuse. désastreux, absolument. C'est le mot que j'allais employer. Désastreuse. Et Ouais. de tous les côtés, hein, il y a Oui, pas, bien sûr. moi, je suis sans pitié pour ça. Absolument. C'est un Hein. problème de la classe politique. Mais oui, c'est la qu'on classe représente. politique. Si la classe politique veut être respectée, et on en a besoin dans une démocratie, il faut qu'elle soit respectée. Il faut pour ça qu'elle soit inattaquable. Ça, c'est clair. Et qu'elle nous représente réellement. Ah, ben exactement. Et qu'elle fasse peut-être des référendums un peu à la De Gaulle de temps en temps aussi. Mais oui, exactement. Et que si elle le perd, elle s'en aille, comme De Absolument. Gaulle. Absolument. On restera sur cette belle parole et vous serez le bienvenu pour revenir sur Tribune Libre. Je vous remercie infiniment pour vos lumières, Alain Merci. Juillet. Merci Merci. beaucoup et ravi d'avoir passé ce moment avec vous. C'est réciproque. Un grand merci. Merci.